Tiens, et si on parlait de l'Elite Wrestling? AEW Full Gear se déroulera dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 novembre 2024 depuis Newark dans le New Jersey au Prudential Center et sera l'avant-dernier pay-per-view, puisqu'on peut dire pay-per-view, de cette année 2024 pour All Elite Wrestling puisque le 28 décembre il y aura AEW World's End seconde édition qui j'espère nous laissera un meilleur souvenir que l'année dernière. Adam Cole MJF, croyez-moi on va en reparler. John Moxley, le champion All Elite Wrestling World, défendra son titre contre Orange Cassidy, une ceinture qui n'apparaît même plus aux écrans puisque les Death Riders ont comme mission de s'attaquer aux fondations d'All Elite Wrestling. Au moment où je vous parle, c'est 8 matchs annoncés sur la carte principale, un match dans le pré-show, une carte qui peut encore à tout moment évoluer. Alors je vais me contenter de faire la preview pour la carte connue à ce jour, à savoir le jeudi, on est le combien, 21 novembre 2024. Et comme à chaque Sturistradamus, désormais la parole est ouverte, je vais également réagir à vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, sur cette construction d'AEW Full Gear. Le pay-per-view le mieux construit de l'année après All In, hype. Commençons bien sûr par ce commentaire encourageant, je partage le même niveau de hype pour ce pay-per-view, mais je respecte cependant ceux qui ne sont pas exactement de ce même avis. Je regardais AEW chaque semaine, mais aucune storyline ne me captive vraiment désormais. J'apprécie toujours les highlights et les talents, mais il manque un fil narratif solide pour m'accrocher. Le fil narratif solide, vous en conviendrez bien, c'est certainement ce qui se trame autour de ce championnat AEW World détenu par John Moxley. Beaucoup de mystères non résolus, évidemment, ça demande une implication qui, je le conviens bien, ne peut pas être la même pour tout le monde. Quand je vois cette carte, je vois un renouveau de All Elite Wrestling, que ce soit en termes de storyline ou en termes de nom dans la carte. Et observer que les différents matchs peuvent tous ou presque être associés à des factions, c'est trop cool. C'est vrai que sur cette carte, on a beaucoup de combats 1 contre 1 et c'est pour moi la meilleure des possibilités pour pouvoir mettre en avant des nouveaux talents. Et avec désormais plus de 5 années d'existence pour la compagnie rivale de WWE, il est vrai que les clans, les différents clans, ont désormais beaucoup plus de consistance qu'ils l'avaient il fut un temps. L'absence de Jericho est très plaisante. Ah, c'est vrai. Champion Ring of Honor, puisque si vous ne le savez pas, il a fini par prendre le titre de Mark Briscoe. Le champion Ring of Honor n'est pour le moment pas au programme, mais bon, il a une feud actuellement en cours face à Tomohiro Ishii. Programme qui, je l'espère, aboutira peut-être du côté de l'Hammerstein Ballroom pour Final Battle en décembre, on le découvrira. Le clip qu'ils ont fait avec November Rain est ultra hypant et colle bien avec les rivalités, les images qu'ils ont choisies pour illustrer chaque rivalité. Alors ça, c'est une évidence pour ma part, excellent choix musical. November Rain, évidemment, ça coule de sens avec ce mois de novembre, c'est les Guns N' Roses, c'est un morceau emblématique, c'est peut-être une de mes chansons préférées. Ça souligne pas mal le drama ambiant et la profondeur de certaines storylines qui vont éclore ou qui vont se poursuivre sur ce pay-per-view. Je suis très satisfait des storylines écrites par RG City, que ce soit le départ de Danielson ou toute l'histoire de Tony Storm, et c'est vrai que cette fraîcheur, elle est également apportée par un renouveau de l'équipe créative, où il est vrai que RG City est de plus en plus nommé, et même si le départ de Bryan Danielson, je l'ai trouvé peut-être un peu abrupt, il nous a peut-être laissé une petite amertume, il marquait là en effet la fin de sa carrière full-time, mais il n'est pas impossible que l'American Dragon revienne en 2025 une fois que ses blessures seront guéries. Pas un avis, mais une question, est-ce que le règne de Okada est un flop? J'ai l'impression qu'il n'est jamais sur les cartes des pay-per-view. Une belle interrogation de votre part, c'est vrai que Kazuchika Okada, à nouveau absent d'un pay-per-view de l'Elite Wrestling, est assez intriguant. J'ai pas plus d'informations quant à son état de santé, je ne sais pas s'il couvre une blessure. Il est vrai que ce championnat continental a été mis de côté pour cette carte de Full Gear, mais il aura une place très importante, vous le savez, dans la construction de World's End, étant donné que le Continental Classic va prendre place juste après Full Gear, autant préserver Okada et lui donner la rampe de lancement qu'on espère tous. Face à peut-être un autre absent de cette carte que vous aurez remarqué, le champion international, à savoir, Konosuke Takeshita. Pas sur la carte Takeshita, alors que le Takeshita Ricochet semblait un petit peu tout préparé. On va commencer par le pré-show qui intrigue pas mal et qui est là clairement pour le buzz. Big Boom AJ, le Costco Guy, accompagné de Big Justice, fera face à QT Marshall. J'ai un peu peur d'un accident de voiture pour ce Monsieur Boom contre QT. Alors clairement, si vous êtes passé totalement à côté de la hype de Big Boom AJ, qui est une véritable sensation des réseaux sociaux, notamment sur TikTok, par rapport à toutes ces vidéos et l'univers qu'il a créé autour de la chaîne de magasin Costco, c'est comme si demain vous créez une chaîne TikTok et que vous faisiez la review, je sais pas moi, des produits distribués chez Action ou chez Lidl. Chose qui existe bien évidemment et je demande pas à ces influenceurs de venir dans le monde du catch, mais Big Boom AJ est un ancien catcheur du circuit indépendant d'il y a une vingtaine d'années. Il se faisait à l'époque appeler Eric Justice, c'était d'ailleurs l'un de mes pics préférés sur EWR. C'était un catcheur avec des stats équilibrés mais qui progressait plutôt bien, mais qui, je le pense pour énormément de personnes, est un inconnu au bataillon si votre intérêt se situe principalement sur le catch
match international, je dirais mainstream. On est face à un épiphénomène en effet qui a pris de l'ampleur, on peut passer totalement à côté de cette hype. Et c'est quelque part parfait que ce match-là ait lieu dans le pré-show, de se faire gratuitement, plus de buzz. Et il faut savoir qu'il a un immense soutien, ce Big Boom Edge, à tel point que Cage Match a dû modérer sa page puisqu'il a reçu un nombre incalculable de notes supérieures à 10, le classant et le 800 à la première place des meilleurs catcheurs du monde, voilà, devant Kenta Kobashi. Alors c'est pas méchant, c'est un coup de buzz, j'espère que le match se passera bien, et en vrai je pense que ça va être un peu feel good. Eric Justice qui va pouvoir catcher devant sa famille, QT Marshall c'est pour ça l'adversaire parfait puisqu'ils se sont probablement entraînés ensemble, Edge qui en plus de ça annonçait que ce serait un match qui mettrait un terme définitif à sa carrière, eh bien laissez-les vivre le beau moment, voilà, c'est quand même inespéré pour un mec qui était dans le circuit indépendant il y a 20 ans. Il y aura certainement d'autres combats qui seront rajoutés dans le Zero Hour et on espère d'ailleurs des matchs féminins, puisque pour l'instant en termes de catch féminin, vous l'avez dit, c'est assez faible. La carte principale, MJF fera face à Roderick Strong. Pendant longtemps, on attendait Adam Cole peut-être pour un combat triple threat, puisque MJF avait donné justement des épreuves et à Roderick Strong et à Adam Cole de gagner une série de matchs consécutifs pour pouvoir se qualifier et lui faire face, et Adam Cole a perdu son dernier combat contre Konosuke Takeshita grâce à une manigance orchestrée par MJF et Don Callis. MJF il a filé sa bague à Don Callis a filé la bague à Konosuke Takeshita, et voilà, Adam Cole a perdu un match après avoir battu quand même consécutivement Buddy Matthews et Malakai Black, dans un match qui a fait quand même pas mal débat. La feud MJF Adam Cole Strong ne me hype pas vraiment, que ce soit par le booking ou par le fait que j'ai l'impression qu'ils essayent de rattraper le temps perdu après la blessure de Cole. À ce à quoi vous avez même surenchéri, MJF contre Strong devrait être bon, mais continuer d'impliquer MJF et le Kingdom après la catastrophe de l'histoire du démon me paraît être un choix désastreux. Alors c'est vrai qu'on a toujours ce goût amer de cette storyline Adam Cole, MJF qui a traîné en longueur, qui a pas été aidé par la blessure d'Adam Cole, qui avait cependant un excellent départ avec toute l'histoire des bros chat show, mais le retour de MJF des mois plus tard et ce heel turn enchaîné par le retour de Adam Cole qui a été par défaut obligé de se recomporter comme un babyface, ça a peut-être cassé énormément de hype. Adam Cole n'est pas pour le moment sur la carte, mais son retour est un flop. Il n'est pas au niveau de ses récents opposants en termes de rythme ou d'impact, cela se fait encore plus ressentir sur son déficit physique, suspension d'incrédulité consentie au placard du coup. Alors c'est vrai qu'Adam Cole, il reçoit pas les meilleurs des critiques quant à son retour, pas dans la meilleure des formes, pas avec la même explosivité, le même impact. À titre perso, je l'ai senti aussi à la traîne, notamment dans son combat face à Malakai Black, et j'ai aussi ressenti une espèce de désamour de la part du public lorsque Adam Cole s'est dégagé de la prise de finition de Malakai Black, qui a créé quelques huées très organique, surtout quand on le sait, Malakai Black c'est un catcheur sur lequel on est encore nombreux à avoir de grosses attentes, des attentes qui n'ont jamais été atteintes du côté de All Elite Wrestling puisqu'il a toujours été réservé pour des programmes en équipe, et que l'ascension en push solo n'a jamais été une échéance en soi. À mon sens, je vais mettre quand même pas mal de choses de côté puisque Adam Cole contre MJF risque d'être la finalité du programme pour World's End à la fin de l'année, histoire de peut-être balayer une fois pour toutes la malédiction de cette fin d'année 2023. On devrait cependant avoir un très bon match, un Roderick Strong qui devrait assurer comme à chacune de ses présences en pay-per-view, le mec ne déçoit jamais, c'est toujours une machine. Ma curiosité est là certes, mais en effet mon implication émotionnelle n'est pas véritablement au rendez-vous. Pronostic une victoire d'MJF, curieux de savoir comment se comportera Kyle O'Reilly qui a été impliqué justement dans le programme lors du dernier épisode de Dynamite. Est-ce qu'il faut à nouveau insister sur une réunion Roderick Strong, Kyle O'Reilly, Adam Cole pour surfer sur la vague des Undisputed Era du côté de NXT à l'époque? Je pense pas que ça soit une bonne idée. Jay White contre Hangman Adam Page, la revanche. Et ouais, ça fait plaisir parce qu'on a eu un excellent match au dernier pay-per-view et le programme se poursuit. Adam Page me terrifie avec ses gros yeux là, et c'est vrai que Adam Page, il est particulièrement flippant. Hangman contre Jay White, ça devrait être super in-ring, mais leur feud me paraît assez froide et manque de force en jeu. Alors en revanche, c'est quelque chose que vous m'avez notifié et que je remarque également, j'adore le fait que cette carte de Full Gear ne soit pas uniquement concentrée sur des matchs de championnat. On a une querelle qui à mon sens est assez compétitive entre deux hommes qui peuvent clairement aspirer au main event, même si les enjeux ne sont pas clairs puisque ça reste avant toute chose compétitif, il est évident que celui qui repartira vainqueur de ce programme aura, je pense, des opportunités à des matchs de championnat ou pourquoi pas une présence et un très très bon run dans le futur Continental Classic. Spéculation pour ma part, ça reste à titre d'exemple. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on découvre totalement un Jay White babyface. On a été habitué à voir Jay White au sommet de la chaîne alimentaire du côté de New Japan dans ce rôle de heel, un rôle qu'il a d'ailleurs incarné chez All Elite Wrestling, pas avec le plus grand des succès, mais en tant que babyface, peut-être par défaut puisque Adam Page est un incroyable heel, j'y vois quand même un côté plutôt cool, assez rafraîchissant, et surtout que Jay White dans le ring assure toujours autant avec une technique souvent irréprochable. À qui ait une implication émotionnelle ou pas dans le programme, là c'est évident, on va avoir un
excellent match de catch. Les private parties défendent leur championnat par équipe contre les Outrunners, les King of the Black Throne et les acclamés. Beaucoup de fraîcheur au sein de la division par équipe depuis que les private parties en weekly pour Halloween ont battu les Young Bucks et ont accompli en quelque sorte leur destinée en mettant fin à ce règne que vous avez qualifié pour beaucoup de terreur de la part des Young Bucks. Pour les Bucks maintenant, ils sont de côté. D'ailleurs, je pense que Nick Jackson soigne une blessure. On les attend peut-être pour un retour du côté New Japan Pro Wrestling aux côtés de Kenny Omega, ou peut-être pas. C'est vrai que tout ce clan de l'élite qui prenait une place importante après l'attaque sur Tony Khan s'est visiblement dissous pour laisser place aux Death Riders. Et on redynamise la scène par équipe avec, la popularité montante et émergente des Outrunners qui ont prouvé que c'était pas juste un acte de comédie, mais qu'ils étaient capables totalement d'assurer dans le ring et de raconter des trucs sympas. Alors autant profiter de cette hype. Les acclamés ont quelque chose d'assez intéressant à raconter puisque on sent des tensions entre Anthony Bowens et Max Caster, avec peut-être un Max Caster intéressé pour rejoindre le Earth Syndicate, et ce serait cool de lancer une bonne fois pour toutes Anthony Bowens en solo, je l'espère de tout mon cœur. Et dernier point, plutôt très intéressant, les King of the Black Thrones, encore une fois Malakai Black dans une compétition par équipe aux côtés de Brody King, ont quand même vaincu pour se qualifier là FTR, qui va totalement devoir se reconstruire. Je suis vraiment désolé pour sacrifier totalement ce règne des private parties qui était, je pense, un feel-good moment avant toute chose. Pitié, lancez Brody King et Malakai Black à l'assaut et à la tête de cette division par équipe, je pense qu'on sera très agréablement surpris. Mercedes Moné défend le championnat TBS contre Chris Statlander. Le seul match féminin sur cette carte de AEW Full Gear. Je vais en parler tout de suite puisque la championne AEW World Mariame aura prévu sur cette carte de Full Gear un segment de célébration aux côtés de Mina Shirakawa qui, on se doute, se passera mal, peut-être le retour de Toni Storm, peut-être pas, peut-être la trahison de Mariame sur Mina pour lancer un programme qu'on attend évidemment en orbite du côté de World's End. Mais pourtant certains d'entre vous pensent que le duo ne va pas imploser. Je me demande qui va attaquer Mina et Mariame pendant leur célébration. Un retour de Julia Hart qui a eu plusieurs vignettes très stylées récemment pour le nouveau programme, peut-être. C'est vrai qu'il y a plein de choses assez intéressantes dans cette division dans l'Elite Wrestling, vous avez été nombreux à me le souligner. AEW Full Gear, j'ai l'impression que c'est un petit peu cette carte sacrifiée pour la division féminine pour pouvoir faire éclore encore un peu plus les programmes par la suite. Julia pourrait très bien se réimpliquer, Deonna Purrazzo, Taya Valkyrie, quid également de Jamie Hayter qui est resté longtemps impliqué dans le programme avec Saraya qui est repassé un peu au second plan et qu'on attend peut-être pour aller chercher la suite de Mercedes Moné. Puisque voilà, je suis au regret de vous dire que je ne vois pas Chris Statlander bâtie telle qu'elle a été bâtie, mettre fin au règne de terreur de Mercedes Moné. Là encore, pour certains, c'est plutôt pas très élogieux. Oulala, mettez les formes quand vous parlez de Mercedes Moné, sinon je prends pas vos commentaires, un minimum de décence quand même. L'acharnement d'une partie du public sur Mercedes Moné est ridicule, on a l'impression que certains découvrent le concept de heel. Ouais, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur l'exécution in-ring de Mercedes Moné pendant ses combats, je trouve que ça assure toujours autant, peut-être pas autant que c'est sorti du côté de NJPW sur les shows aux États-Unis. J'ai pas d'implication émotionnelle dans le programme parce que je suis un peu comme beaucoup d'entre vous, pas véritablement satisfait du face-turn précipité de Chris Statlander après son programme épique contre Willow Nightingale. Cependant, je suis totalement rassuré, on va avoir un excellent match de catch entre les deux. Quid de l'implication de Camille que je n'aimerais pas voir tourner sur Mercedes Moné, par pitié, laissez Camille en porte-flingue pour Mercedes. Je trouve que l'acte la protège totalement, alors continuez de protéger Camille un minimum parce que si vous la lâchez sur des 1v1, vous savez à quelle sauce elle va être mangée. Mon pronostic, Mercedes Moné conserve et envoyez Jamie Hayter à ses trousses. Et là, je pense qu'il y aura beaucoup plus de suspense. Prochain combat match simple, Swerve Strickland fera face à Bobby Lashley. Ça a été l'événement pour l'Elite Wrestling, la signature et l'arrivée de Bobby Lashley et la formation du Earth Syndicate. On va pas se mentir qu'ils surfent totalement sur les codes du Earth Business du côté de WWE. MVP, Shelton Benjamin, Bobby Lashley et MVP en plus de ça qui prospecte pour recevoir d'aide d'autres catcheurs, dont notamment Ricochet, Max Caster. Pour l'instant, c'est très bien foutu et Swerve Strickland a un niveau de badasserie, je trouve, rarement égalé chez All Elite Wrestling. Là, en effet, il y a une belle implication émotionnelle, mais ça va être très casse-gueule de choisir le vainqueur pour ce combat. J'ai un peu peur pour le match Swerve-Bobby et pour le Earth Syndicate, j'ai peur que leur place chez AEW revienne à la même chose que chez WWE, à savoir la mid-card. MVP est le plus over du groupe, et ce n'est rien face à la machine qu'est Swerve chez All Elite Wrestling. Alors en effet, si on veut crédibiliser l'acte du Earth Syndicate et lui laisser une vraie place chez All Elite Wrestling, je pense que Bobby Lashley doit battre, même si c'est pas clean, Swerve Strickland. C'est probablement un programme qui s'élaborera sur du long terme. Une belle manière de garder Swerve éloigné de la title picture et de crédibiliser l'acte de ce Earth Syndicate, qui cependant, attention,
emmené par Bobby Lashley en chef de file, est-ce que c'est une bonne idée? Je pense que la machine WWE à l'époque lui rendait véritablement service et que la machine All Elite Wrestling sera peut-être un peu moins derrière lui pour en faire vraiment un surhomme. Bobby Lashley, ce qui a très très bien marché à une époque, c'est qu'on lui ait ouvert les portes vers les sommets, qu'il a remplacé dans l'esprit des gens un peu la place de Brock Lesnar qui était souvent absent. Son run de champion à l'époque était plutôt correct, mais sur les performances in-ring, là où le public de l'Elite Wrestling est un peu plus exigeant, il va falloir vraiment que Swerve Strickland se tire beaucoup les doigts pour faire briller un maximum celui qui s'appelle toujours le Almighty, le tout-puissant Bobby Lashley, et de lui espérer d'occuper une place assez similaire avec de l'or autour des hanches. En espérant que l'Elite Wrestling ait vraiment une vision sur le long terme le concernant, maintenant je suis incapable de spéculer quoi que ce soit, seul le temps nous le dira. Jack Perry défend le championnat TNT contre Daniel Garcia. Bon, j'ai pas été le plus convaincu par tous les attaques, backstage, les trucs avec la bagnole de Jack Perry. Bon, ok, il y a de l'animosité entre les deux, très bien. Jack Perry, il est plus du tout épaulé par le système, il y a plus l'élite autour de lui. Et à part miracle d'une écriture totalement incroyable qui relancerait son intérêt, pourquoi lui laisser le championnat TNT alors que Daniel Garcia court après un championnat depuis très longtemps et a une petite partie du public avec lui? Je peux pas dire tout le public, il fait pas non plus l'unanimité Daniel Garcia. Mais quand même, je pense dans l'esprit de Tony Khan, c'est le moment. Alors voilà, pronostic, je vais être très bref, une victoire de Daniel Garcia, que Daniel Garcia ait à son palmarès, sur son CV, ce premier championnat solo obtenu chez All Elite Wrestling. Je compte pas les titres Ring of Honor, bien évidemment. Mais à titre perso, en termes d'implication émotionnelle, je passe un petit peu mon tour. Bah ouais, malheureusement. Will Ospreay fera face à Kyle Fletcher, combat 1v1. Sur le papier, c'est clairement le show stealer. J'ai l'impression que l'Elite Wrestling ne va pas drop the ball, comme on dit. Kyle Fletcher, depuis sa trahison sur Will Ospreay à Wrestle Dream, a continué de prendre de plus en plus d'intérêt et de place sur les programmes. Même si Konosuke Takeshita reste un projet qu'on attend de pied ferme, Kyle Fletcher est désormais l'homme de la situation dans la Don Callis Family. Bon, sur la Don Callis Family, je vais pas m'étendre puisque Brian Cage et Lance Archer sont des bonnes additions mais font pas énormément de sens. Agréablement surpris en revanche autour de tout ça du retour de Powerhouse Hobbs qui occupe de ce fait organiquement un très bon rôle de babyface. Et là où c'était casse-gueule, c'est que tout coïncidait avec le retour de Mark Davis, l'ancien partenaire de Kyle Fletcher, qui a décidé plutôt de se ranger du côté de Will Ospreay et de pas reconnaître celui qui a été longtemps son partenaire dans les OC Open. Ça aussi, ça risque de donner des indices intéressants pour la suite. Maintenant, en termes de combat, Will Ospreay, Kyle Fletcher, on sait que ça va être bon, c'est sur le résultat qu'il va pas falloir se louper. Très hypé par le match Ospreay-Fletcher, j'espère que AEW mettra le paquet sur Kyle en lui faisant remporter le match, même s'il ne remportera sûrement pas la feud. Vous êtes vraiment beaucoup. J'ai pris un message, mais vous êtes vraiment beaucoup à espérer une victoire par tous les moyens de Kyle Fletcher. Je vois bien Mark Davis intervenir pour faire gagner son coéquipier des OC Open. Ça peut être une finalité en soi, surtout que Mark Davis, sa blessure est arrivée au pire moment peut-être pour lui, mais au meilleur pour Kyle Fletcher qui a totalement éclos dans la compétition singles. Faut juste espérer que si c'est ce choix narratif qui est choisi par All Elite Wrestling de faire tourner Mark Davis tel un swerve, que ça replonge pas Kyle Fletcher dans une compétition par équipe où il serait à nouveau cantonné à faire des choses qu'il a déjà faites pendant des années. Moi, Kyle Fletcher, très sincèrement, je le connais uniquement pour l'équipe OC Open qu'il a menée absolument partout dans le monde, et ce, d'une belle manière, c'est totalement indiscutable. Will Ospreay, c'est un nom fort, c'est un nom très très fort de la scène. Et Will Ospreay, on le sait aussi, c'est quelqu'un d'assez généreux. Kyle Fletcher, c'est son pote. Très sincèrement, un storyline à part, je pense que Will Ospreay, s'il a l'opportunité de faire briller Kyle Fletcher et qu'il a un peu de poids sur les décisions créatives, il va donner cette opportunité à Kyle Fletcher de briller, et j'ai envie de croire que ça peut se passer comme ça du côté de chez All Elite Wrestling, puisque c'est ce que veulent les fans. J'ai bien compris. Vous voulez une victoire de Kyle Fletcher. On a envie justement de ce renouveau, de cet air frais côté All Elite Wrestling et d'avoir des nouveaux mecs en haut de l'affiche. Alors, ouais, Kyle Fletcher, pour l'instant, je trouve que c'est plutôt le sans faute. Autant poursuivre cette hype, quelle que soit la décision finale ou la manière dont ça se fait, j'espère moi aussi de tout mon cœur que Kyle Fletcher l'emportera sur Will Ospreay et qu'à la limite, le Continental Classic soit là pour redistribuer les cartes si on a besoin de les redistribuer. J'ai très hâte de connaître les participants au Continental Classic. Pas impossible que ça soit annoncé lors de Full Gear. Jon Moxley défend le championnat All Elite Wrestling contre Orange Cassidy. L'histoire de Moxley est un super fil rouge qui manquait côté AEW. Alors attention, c'est une storyline très intrigante. Moxley, il est très mystérieux, le landscape de l'Elite Wrestling est en train de changer à tout jamais. Il a capturé la ceinture, il fait ses arrivées par le public, il respecte rien, les Death Riders ne respectent rien, Marina Shafir est exceptionnelle. Pac le bâtard, toujours en slibard, ça me fume, et Claudio Castagnoli est menaçant comme jamais. Maintenant, depuis le retrait des écrans de Bryan Danielson, il y a cette espèce de conglomération, sans les appeler la conglomération, de porte-étendards d'All Elite Wrestling qui se sont dressés face à la menace des Death Riders, emmenés notamment par
2 hommes, Orange Cassidy, qui va être le challenger pour ce match, et Darby Allin. On se doute qu'ils vont passer l'un après l'autre. Je trouve ça dommage que le premier mec envoyé pour faire face à Moxley et Orange Cassidy, je trouve que ça enlève un peu du côté épique de la story, surtout quand des Garcia, Strickland, Ospreay sont sur l'affiche avec un plus gros star power. Alors je suis pas véritablement d'accord pour Daniel Garcia, mais en tout cas bien plus d'accord pour Swerve Strickland et Will Ospreay, mais qui racontent des choses très intéressantes à une autre échelle. Les élus côté All Elite Wrestling pour ce programme, c'est Cassidy, c'est Darby Allin, et je pense qu'il n'y a pas mieux qu'eux pour incarner justement cette espèce de mouvement contre courant aux valeurs que prône Jon Moxley quant à côté de ça, des physiques un peu moins imposants du circuit indépendant qui ont réussi, bah oui, ils sont moins imposants mais ils ont réussi à s'imposer. Quant au choix d'Orange Cassidy, moi je le trouve exceptionnel. Jon Moxley venant de gagner le titre, je ne le vois pas perdre tout de suite, mais j'ai quand même le doute étant donné qu'Orange Cassidy l'a battu l'an dernier et qu'il est plus déterminé comme jamais, il pourrait créer la surprise. Pour créer la surprise, je ne sais pas. Non, je pense que indiscutablement Jon Moxley va conserver le titre, surtout pour faire durer l'intrigue un peu plus. Orange Cassidy peut-être, aux côtés d'Adam Page, c'est un des personnages que j'ai préféré le voir évoluer chez All Elite Wrestling, et dire que Orange Cassidy, j'y croyais pas. Connaissant son passé dans le circuit indépendant, j'avais l'acte comique bien évidemment en tête, voilà, on met les mains dans les poches, on s'amuse, ça fait des spots sympas, ça crée des réactions de zinzin avec Pac notamment à ses débuts, mais savoir l'écrire et lui donner de la nuance pendant plus de 5 années, waouh. Et vraiment le reveal, ça a été cette feud l'année dernière avec ce combat culminant à All Out entre Jon Moxley et Orange Cassidy, autour de ce championnat international qui à mes yeux avait totalement pris la place du championnat All Elite Wrestling qui était un peu bloqué par MJF et toute son histoire racontée aux côtés d'Adam Cole. Le fait que Orange Cassidy soit désigné en leader de ce mouvement et que Orange Cassidy lui-même ne se considère pas comme un héros et arbore en plus de ça un côté beaucoup plus sombre, beaucoup plus sérieux, ouais, ça donne quand même quelque chose d'assez épique quoi. Et juste le clip qui a été écrit de November Rain autour de cette storyline, waouh, ça fout des frissons. Bon, en revanche, il y a quelque chose que je constate, malheureusement. Et pas plus tard qu'au dernier épisode de Dynamite, où Orange Cassidy a fait face à Wheeler Yuta, il y avait pourtant une histoire assez forte entre les deux, mais j'ai pas senti une grosse implication émotionnelle de la part du public. Et c'est ça qui est dommage, c'est que le résultat est peut-être, en tout cas pour le coup, un peu trop prévisible. On a une histoire parfaite qui fait sens pour builder Orange Cassidy, mais peut-être à l'un des pires moments. Personne n'y croit, à part la personne sur le commentaire que j'ai eu juste avant qui pense que ça peut créer la surprise. Bon, si on interrogeait beaucoup de gens, je pense que en termes de vote, on serait clairement sur une conservation du titre pour Jon Moxley. Je vais peut-être lancer un sondage là, le temps que je fasse le montage. Est-ce qu'Orange Cassidy sera un jour champion AEW World ? Bah, j'aimerais bien, mais ce serait un peu une victoire à la Kofi Kingston. Il faudrait vraiment une bonne histoire derrière. Un symbole pour un feel-good moment, mais pour un run sur du long terme, j'ai un peu plus de mal à y croire. Et c'est exactement la même chose pour Darby Allin, qui sera probablement le suivant après Orange Cassidy, World's End, si c'est pas Darby Allin, je vois pas qui ce sera. Et pour moi, ça sera à peu près le même effet. Intrigué cependant, parce qu'on a toujours des mystères qui planent, dont notamment celui de Shane McMahon. Là, on en parle un peu moins, on se fait oublier. Ça reste, si vous voulez, en conclusion, une bonne carte pour ce AEW Full Gear, un événement que je vais pas louper et que je vous chroniquerai bien évidemment à l'occasion d'un Qu'est-ce qui s'est passé qui sortira soit à la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine. Merci encore une fois en tout cas pour votre implication et vos retours sur la construction de cet événement. C'est vrai qu'on a fait beaucoup moins de reviews de la Elite Wrestling Dynamite. Je compte surtout désormais sur History Stradamus pour faire un petit peu le point. Je reste impliqué, cela dit. Bon pay-per-view à ceux qui vont le suivre. Je vous rappelle que ça sera disponible sur Thriller TV, commenté en plus de ça en français par Norbert Feuillant et Alain Mistrangelo, et rediffusé le 2 décembre sur Warner TV Next à 21h10. Bon pay-per-view, bonne fin de semaine. On se dit à très vite. C'était Sturi et tout le monde reste fort, c'est très important. Ciao, bye bye.